Bienvenue, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Point de vue en partenariat avec le CRSI, c'est-à-dire le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Alors, vous allez me dire, avoir un point de vue c'est bien, ce qui est peut-être mieux encore, c'est d'avoir des éléments de langage, c'est d'avoir des éléments de réflexion. Et c'est tout l'objet de ce rendez-vous qu'on vous a fixé. Il y en aura 5 opus, 5 totems pour essayer de comprendre les enjeux. Vous verrez qu'aujourd'hui, eh bien, on aura une thématique très prégnante. Mais avant cela, qui de mieux que celui qui a créé ce think tank il y a maintenant presque 10 ans, c'est monsieur Thibault de Montbrial, qui de mieux que lui finalement, pour pouvoir nous expliquer pourquoi ce rendez-vous. Merci Jérôme, c'est un immense plaisir pour le CRSI et pour moi qui ai porté ce projet depuis quasiment 10 ans, de vous retrouver pour ce nouvel événement qui va permettre à tous nos amis sur les réseaux sociaux et ensuite en retrouvant les émissions sur le site du CRSI, de pouvoir approfondir des sujets, des thématiques qui sont en lien avec la souveraineté et la sécurité de notre pays. Nous sommes à un moment de l'histoire de France où les questions de sécurité, de justice, d'immigration, mais également plus largement de souveraineté sont de plus en plus importantes. Elles sont toujours dans les 2 premiers thèmes cités par les préoccupations de nos concitoyens, avec par ailleurs les questions économiques, mais c'est lié parce qu'on voit bien avec les difficultés budgétaires actuelles que des choix doivent être et devront être faits. Ces choix devront garantir le bon fonctionnement, bien sûr, de notre économie et de nos institutions, mais le premier des bons fonctionnements, c'est de pouvoir les protéger et d'en garantir la pérennité. C'est pourquoi la sécurité est si importante au sens large, et c'est pourquoi je me réjouis profondément de ce que nous ayons l'occasion de nous retrouver ce soir et pour les 4 autres opus autour de ces soirées. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous savez qu'on a toujours besoin d'une introduction et d'une conclusion. Vous reviendrez tout à l'heure pour la conclusion, parce que c'est important. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Mais il va revenir, Thibault de Montbrial. Alors, je parlais d'introduction, je parlais de conclusion. Avec nous tout à l'heure, je vous disais, il va y avoir une thématique. La thématique, c'est guerre de l'énergie, comprendre le nouveau conflit mondial. Et avec nous, quelqu'un qui, justement, a écrit forcément une introduction, une conclusion, un livre remarquable que je vous recommande, Guerre de l'énergie. Voici, Benjamin Souhaité, le réalisateur, va pouvoir vous le montrer. Mais le mieux, c'est peut-être aussi de vous montrer celui qui a écrit ce livre. C'est monsieur Fabien Bouglet qui est avec nous. Bonsoir. Bienvenue. Expert en politique énergétique. Tout à fait. Essayiste aussi. Tout à fait. J'ai écrit 3 livres. Éolienne, la face noire de la transition écologique, qui est sorti en poche l'année dernière. Nucléaire, les vérités cachées, sorti 3 semaines avant la volte-face d'Emmanuel Macron sur le nucléaire en 2021. Et ce dernier livre, Guerre de l'énergie, qui est sorti pour le premier anniversaire du sabotage de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2, qui est un événement fondamental, puisque j'en fais même l'ouverture de mon livre. La 3e guerre mondiale a commencé, c'est une guerre de l'énergie. Elle a éclaté au grand jour avec les sabotages de Nord Stream 1 et 2. Et j'ai été très heureux, très honoré de recevoir la mention d'honneur du prix Turgot, qui m'a été remis au ministère de l'économie et des finances par Jean-Claude Trichet, l'ancien directeur de la Banque Centrale Européenne, mais surtout le conseiller énergie du président Valéry Giscard d'Estaing. Alors, rassurez-vous quand même, Fabien, on va quand même découvrir avec vous des éléments, je l'ai dit, de langage, de compréhension tout à l'heure, mais on est d'accord. Halloween est passé, vous n'allez pas nous faire peur toute la soirée lors de ce moment d'échange, de conférence finalement avec vous. La thématique, je l'ai dit, guerre de l'énergie, comprendre le nouveau conflit mondial. Oui, en fait, toute la question est la question de la souveraineté énergétique et de la sécurité énergétique. Il faut bien comprendre une chose fondamentale, et on va avoir l'occasion de le présenter dans des slides de présentation, c'est qu'une société ou un pays sans énergie est un pays sans économie, un pays sans souveraineté. L'énergie est la quintessence de la souveraineté. Pour faire une comparaison avec le corps humain, le réseau électrique, c'est le réseau sanguin, une centrale électrique, c'est comme le cœur. Si vous avez un réacteur nucléaire qui fonctionne 90% du temps, eh ben vous avez une santé et un pays qui va bien. Si par contre vous avez des énergies intermittentes qui fonctionnent à 22% de leur capacité de production ou à 13%, si vous faites une comparaison avec le corps humain, vous voyez à peu près ce que ça donne pour un pays. Et en fait, c'est tout l'enjeu de la question de la souveraineté énergétique
énergétique. Alors, dans mon livre, j'ai fait un essai de définition de la souveraineté énergétique que je vais vous lire parce que je pense que c'est fondamental pour poser la question de la guerre de l'énergie. La souveraineté énergétique peut se définir comme la capacité d'un pays à assurer la production de sa propre énergie sur son propre sol, correspondant à ses propres besoins, tout en minimisant les importations d'énergie de pays tiers, de matières premières nécessaires à la construction de ces outils de production ou de combustibles nécessaires à leur fonctionnement. Plus un pays doit importer d'énergie, de combustibles ou de matériaux de production énergétique, moins il dispose de souveraineté énergétique et plus il est dépendant des pays fournisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays qui dépend de ses fournisseurs d'énergie est un pays qui dépend politiquement de ces pays fournisseurs. Et aujourd'hui, alors que l'énergie, le premier puits de pétrole, c'est le colonel Drac dans les années 60, en 1860, c'est-à-dire 150 ans, eh bien on se rend compte que au sommet de la pyramide de l'économie, la maîtrise de la sécurité énergétique est fondamentale pour un pays qui veut vassaliser un autre pays et pour le pays pour assurer sa souveraineté. Et c'est tout l'enjeu de cette guerre de l'énergie qui commence et qui est exprimée par cette carte, D'abord, avant qu'on bascule sur la carte mondiale, je voudrais d'abord qu'on revienne sur ce que vous avez appelé les tensions énergétiques qui débutent en 2021, c'est-à-dire avant la guerre en Ukraine. Oui, alors effectivement, avant de revenir sur la globalité, la carte mondiale de l'énergie, il faut effectivement évoquer et répondre à cette fausse information qui était que la crise énergétique que nous avons connue en 2022 et 2023 était liée à la guerre en Ukraine. Et ce slide de présentation présente l'évolution du marché du gaz qui montre bien que le gaz et l'explosion du prix du gaz est intervenue en décembre 2021, on le voit juste avant le début de la guerre en Ukraine. Et pourquoi y a-t-il eu cette explosion du prix du gaz? Eh bien parce qu'il y a eu une sécheresse des vents en Europe. L'Institut Copernicus de la Commission européenne a établi qu'on a eu le record de baisse de production éolienne dans les pays qui produisaient de l'électricité d'origine éolienne, donc l'Allemagne, le Danemark, l'Irlande, etc. Et donc il y a eu un besoin d'énergie fossile extrêmement puissant et ça a accentué le prix du gaz. Pour compenser. Et de ce fait, on a eu une multiplication par 6 du prix du gaz, ce qui a, par effet domino, d'une part, planter le marché européen de l'électricité, puisque le marché européen de l'électricité est dépendant de l'unité de production la plus chère, donc le gaz, et par voie d'extension, rendu beaucoup plus rentable le gaz naturel liquéfié américain, qui était en concurrence avec le gazoduc russe. Et évidemment, la liquéfaction coûtant plus cher que la distribution par gazoduc, le fait que le cours du gaz au niveau mondial soit multiplié par 6 crée des tensions sur le marché du gaz. Et en fait, le slide suivant nous montre que l'explosion du prix du gaz a été confortée d'abord par la guerre en Ukraine, puis sur les tensions et les sanctions énergétiques de la Russie, puisque le point le plus haut, c'est en septembre 2021. Donc là, on frôle quand même les 180, on n'est pas loin. On n'est pas loin des 180. Juste, Fabien, tout à l'heure sur le slide, quand on était sur le pic, on était au-dessus de 140. Là, donc, nous nous trouvons sur septembre 2022. On est presque à une multiplication par 10. On est d'accord. Voilà. On se retrouve dans la situation du choc pétrolier de 1973, où le cours du pétrole avait été multiplié par 7. Rappelons d'ailleurs l'explosion du prix du pétrole, c'est les pays du Moyen-Orient qui ont voulu sanctionner Israël et les États-Unis en utilisant le pétrole comme arme de guerre. Et c'est là qu'on voit, avec cette slide, comment justement la Russie a voulu répondre aux sanctions économiques en disant on ferme le robinet de Nord Stream. Évidemment, en août 2021, le gazoduc Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont coupés. L'Allemagne fait une pression épouvantable sur les États-Unis. Ça crée des tensions énormes. Et puis patatras, le 26 septembre 2021, les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont sabotés. Et on aura l'occasion d'y revenir. Mais ça renvoie tous ces événements que nous avons vécus il y a 2 ans. Il faut rajouter un point important, c'est que dans ce pic
du prix du gaz, on a eu également la non-disponibilité des réacteurs nucléaires français, plus de la moitié des réacteurs nucléaires français, ce qui fait que ça a accentué le besoin en gaz pour les centrales au gaz allemandes en particulier. Et donc, en fait, il ne faut pas dire que c'est la guerre en Ukraine qui a créé la tension et la crise énergétique. Elle était née préalablement, mais elle a été confortée. Et quand les Américains ont commencé à vendre leur gaz naturel liquéfié, on a eu un afflux de gaz naturel liquéfié sur le marché mondial et on a vu le prix du gaz revenir à des niveaux tout à fait acceptables. Et d'ailleurs, l'explosion de la prix de la facture d'électricité des Français n'est pas due au prix du gaz, puisque le prix de marché de l'électricité est revenu à un niveau tout à fait confortable, mais en France particulièrement, sur l'explosion des taxes. Mais c'est un autre sujet. Mais juste Benjamin, on va revoir une dernière fois quand même ce slide-là, avant de passer à la cartographie mondiale, juste parce qu'on comprend bien qu'en mai 2024, on revient là. On est sur des normes par rapport à ce que vous avez très bien explicité. On a compris exactement le schéma et ce qui était important de le signaler. Maintenant, on va arriver, et cette slide-là, mesdames et messieurs, elle est éminemment importante. Elle est essentielle. Elle est essentielle. D'abord, la première chose, ce que l'on est en train de voir, Fabien, ce que je voudrais que tout le monde puisse comprendre, c'est qu'il y a déjà un chiffre qui n'est plus bon, et malheureusement, il n'est plus bon pour les importations de l'Union européenne. Voilà, alors, je reviendrai sur ce point de l'importation de l'Union européenne. Tout d'abord, il faut comprendre que nous avons une tripartite. Nous sommes dans une situation tripartite qui va être accélérée avec l'élection de Donald Trump. Tout d'abord, on a les importations d'énergie américaine. Eh bien, depuis 2016, début de mandat de Donald Trump, le premier, les États-Unis sont autonomes énergétiquement. Auparavant, ils avaient besoin d'aller au Moyen-Orient pour chercher du pétrole. Maintenant, avec le gaz de schiste et le gaz de schiste liquéfié, ils peuvent non seulement disposer sur leur propre sol de cette souveraineté énergétique que j'ai définie, mais ils peuvent vendre leur surplus et faire énormément de devises grâce au surplus de gaz et de pétrole liquéfié. En face, la Russie est autonome énergétiquement. C'est énorme ce chiffre. Zéro. Poutine, il faut le rappeler, a fait une thèse d'économie à la faculté, à l'Institut d'économie de Saint-Pétersbourg, sur l'exploitation des ressources minérales pour le développement économique de la région de Saint-Pétersbourg. En 1999, 6 mois avant de devenir président, il publie dans le journal de l'Institut des mines une synthèse de 7 pages sur l'exploitation des ressources minérales russes pour la relance économique de la Russie, où il parle de la création de sociétés intégrées dans le domaine de l'énergie, ce qui deviendront Gazprom dans le système du gaz et Rosatom dans le système du nucléaire. Et donc ces deux pays sont autonomes énergétiquement et cherchent à vendre leur surplus pour faire des devises. Poutine fait de l'exportation d'énergie un point très important de son économie. Et en face, au milieu, si on reprend la définition de la souveraineté énergétique, l'Europe dépend de 55% en 2021 et le chiffre, selon les statistiques d'Eurostat, est monté à 62% en 2022. Vous êtes en train de nous dire que là, aujourd'hui, au moment où nous sommes en train d'échanger ensemble et que vous parlez à des gens qui... Peut-être même que ça a monté en 2023. Donc, pour le moment, on n'a que les chiffres de 2022. Donc l'Europe, on est bien d'accord par rapport à la cartographie, encore une fois, on va se la remettre pour bien l'avoir en tête, l'Europe est au milieu, est totalement dépendante de ses fournisseurs d'énergie. Mais les deux que ce soit les États-Unis ou la Russie, pour bien comprendre notre enjeu, d'accord, sont, eux, destinataires de ce que l'on deviendra demain. Exactement. Et toute la bataille repose sur la bataille entre la Russie, qui cherche à vassaliser l'Europe par son énergie, et les États-Unis, qui cherchent à dévassaliser l'Europe, avec notamment le sabotage de Nord Stream, mais on va en reparler. Parce que, effectivement, depuis 20 ans, le modèle de l'Allemagne, et depuis Gerhard Schröder, c'est l'Energiewende 2. L'Energiewende 2, ça a deux objectifs. Sortir du nucléaire et sortir des énergies fossiles. Et donc, Gerhard Schröder propose un modèle où on couple, image suivante, les éoliennes avec le gaz. Pourquoi le gaz? Parce que le gaz est moins polluant que le charbon et émet 2 fois moins de gaz à effet de serre. Et donc, le modèle allemand va être basé sur les éoliennes intermittentes et les panneaux solaires,
dont ils sont les fabricants, qui doivent être couplés avec du gaz, et notamment avec du gaz russe. Et c'est là où intervient le pacte Schröder-Poutine. C'est intéressant, parce qu'au-delà de la photo, etc., quand vous dites ce pacte... C'est le pacte germano-soviétique des temps modernes. C'est la réactivation du pacte Molotov-Ribbentrop. C'est pour ça que c'est-à-dire que, je ne l'ai pas utilisé, impunément. Pourquoi? Parce que Gerhard Schröder, qui d'ailleurs, quand il quittera son job de chancelier allemand, deviendra patron de Nord Stream, ce qui n'est pas des moindres. Pourquoi devient-il le patron de Nord Stream? Parce que l'Allemagne fait le pari de développer son économie avec l'Energiewende 2 en ayant pour son industrie un gaz pas cher venant directement de Russie. Et pourquoi ils ont besoin de ce gaz pas cher? Parce que se développe dans... C'est ce qu'on va voir là, et ça, c'est la carte des gazoducs. C'est une carte fondamentale parce que vous avez Brotherwood et Soyouz qui sont les deux gazoducs qui passent par l'Ukraine. Alors on va dire là, par exemple, ils sont en violet. On est d'accord pour que tout le monde suive avec ça, ce sont les deux gazoducs eurosibériens historiques qui ont été créés dans les années 80. Et c'est ce qui fait que la Russie est un des plus gros fournisseurs de gaz de l'Europe. Mais comme les États-Unis, depuis le Maïdan et la Révolution orange, ont capté l'influence ukrainienne, eh bien, dans les relations politico-américaines, ukraino-américaines, eh bien, le gaz et la distribution du gaz en Europe est utilisé comme un enjeu de pouvoir de la Russie et des États-Unis. Les États-Unis contrôlent un pays clé dans le développement économique de l'Europe en dépendant de l'approvisionnement en gaz. Et donc, le pacte Schröder-Poutine consiste à contourner le passage historique des gazoducs historiques en faisant une distribution directe par la Russie jusqu'à l'Allemagne. Donc là, on est dans le bleu. Le bleu de Nord Stream. On est d'accord. Exactement. Nord Stream peut distribuer 55 milliards de mètres cubes, l'équivalent de ce que distribuaient Brotherwood et Soyouz. Et jusque-là, Nord Stream, ça posait pas trop de problèmes aux Américains, parce que c'était 55 milliards de mètres cubes. Mais quand ils ont commencé à vouloir mettre en place Nord Stream 2, là, ils ont qui double la capacité et qui rend plus nécessaire le fait de passer par l'Ukraine. Et donc l'Ukraine ne devient plus un pays clé dans la vassalisation de l'Europe par les États-Unis. L'Ukraine devient un pays secondaire et donc Nord Stream devient un enjeu essentiel. C'est pourquoi, effectivement, le sabotage de Nord Stream qui intervient le 26 septembre 2022, constitue en quelque sorte une dévassalisation de l'Europe par la Russie et une revassalisation de l'Europe par les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains vont multiplier par 3 alors là, c'est la question de qui a fait le sabotage. Donc là, maintenant, il y a eu même un article dans le Wall Street Journal cet été où la piste ukrainienne est très fortement envisagée, mais la piste ukrainienne, c'est l'opérateur, c'est le commando. On dit même que Zelensky était au courant et qu'il aurait retiré son ordre. C'est pas la question. Dans mon livre, je dis à qui profite le crime. Et en réalité, je dirais, c'est presque signé. En fait, on a une conférence de presse, et j'insiste sur le fait que cette conférence de presse a lieu avec Olaf Scholz, le nouveau chancelier, et Joe Biden. On est le 7 février 2022. Alors, Fabien, elle est intéressante cette première phrase là de Joe Biden, qui au mois de janvier ne sera plus. On est 15 jours avant l'invasion. Oui, mais c'est bien pour ça qu'elle est intéressante. Parce que quand vous m'avez envoyé ces éléments, je me suis dit, mais c'est quand même assez dingue. Il déclare, si la Russie envahit l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Maintenant, on a tous commencé à comprendre, grâce à vous, aux éléments de langage, c'est pour ça qu'on a fait point de vue, on a commencé à comprendre que Nord Stream 1, en gros, les Américains, ça va, allez, on vous laisse ça. Nord Stream 2, non. Non, parce que Nord Stream 2, c'est 110 milliards de mètres cubes, c'est 25% de la consommation en gaz de l'Europe. Donc là, on ne joue plus. Là, on ne joue plus, et c'est surtout l'autonomie gazière de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne, avec l'énergie russe
plus l'industrie allemande, ça fait une union que détestent les conservateurs américains. Friedman, dans une vidéo de 2015, explique qu'il faut absolument empêcher l'Allemagne de disposer de ressources énergétiques peu chères de la Russie et que la Russie fasse un partenariat économico-énergétique avec l'Allemagne. L'Allemagne, elle a un intérêt majeur, c'est de vendre ses éoliennes aux autres pays et elle devient le hub de distribution du gaz russe en Europe. Et donc, elle contrôle l'Europe. Donc, en fait, l'Europe devient contrôlée par l'Allemagne, l'Allemagne est contrôlée par la Russie et ça, les Américains ne le veulent pas. C'est pour cette raison que le sabotage ou l'intérêt économique majeur, d'ailleurs ce n'est pas le seul, il y a Nuland également qui a fait cette même déclaration, on a beaucoup de déclarations dans ce sens des doctrinaires américains, place le gaz comme un outil majeur de la politique américaine. Et l'autre déclaration fracassante qui est considérable, c'est celle de Rick Perry. On va la voir justement. Là, Rick Perry, on peut la lire d'ailleurs. Il est sous le mandat de Donald Trump. C'est un des collaborateurs de Donald Trump. Là, on est en 2019. Il a 75 ans. Il dit « Les États-Unis offraient à nouveau une forme de liberté au continent européen et plutôt que sous la forme de jeunes soldats américains, c'était sous la forme de gaz naturel liquéfié. » Voilà, il fait cette déclaration parce qu'il va discuter à l'époque le doublement des achats de gaz naturel liquéfié américain avec le commissaire européen qui a prédécesseur de Van der Leyen. Et il dit ouvertement que c'est un débarquement par méthanier. C'est plus un débarquement. C'est pour ça que je parle de guerre de l'énergie. Oui. C'est-à-dire, on m'a dit au début, quand j'ai sorti mon livre, on m'a dit non, ce sont des déclarations. Et ce qui est très intéressant, c'est que Donald Trump, pendant son mandat, multiplie les capacités de gaz naturel liquéfié. Vous voyez dans ce schéma, là c'est l'administration américaine. On voit depuis 2016, depuis le mandat de Donald Trump. Alors juste pour qu'on comprenne bien ensemble, on a en 2016, les Américains à partir de 2016, on est en autonomie énergétique. Le gaz de schiste fait que les États-Unis n'ont plus besoin d'importer. Okay. Et pour vendre leur gaz, soit ils n'ont pas la possibilité de le vendre par gazoduc. Ouais. Donc il faut liquéfier et transformer le gaz à l'état gazeux en gaz à l'état liquide. On a 600 fois moins besoin de place. Donc c'est le fameux GNL. C'est le fameux GNL. Pour 600 mètres cubes de gaz à l'état gazeux, on a 1 mètre cube de gaz à l'état liquide. Et donc, pour faire des exportations, Trump fait des dispositions pour augmenter les capacités de liquéfaction. Alors quand on reprend cette slide, donc on est bien d'accord, en bleu, vous l'avez compris, que c'est les États-Unis. On voit bien. Par contre, je voudrais quand même qu'on s'arrête 2 secondes. Là, c'est que les États-Unis. Oui. Tous les États-Unis. Mais on voit qu'on a la partie de Mexico ou du Canada, quand même présente. Mais c'est quoi? C'est présente par l'intermédiaire de la puissance américaine. Là, on a c'est en vert le Mexique, oui. C'est tout petit. Et le Canada, c'est effectivement... Oui, parce ils développent avec des entreprises, bien sûr. D'accord, Ils considèrent que c'est dans leur écosystème. Et c'était tout le débat entre Donald Trump et Biden. Biden voulait restreindre les capacités de liquéfaction, parce qu'il voulait développer les énergies intermittentes et les énergies solaires, et il ne voulait pas développer le gaz, tandis que Trump a fait de son programme un candidat du gaz et du pétrole, et d'augmenter ses capacités de liquéfaction. Pourquoi? Parce que le gaz est une arme de guerre pour répondre à Poutine. Et le deuxième bras armé de Donald Trump, parce que c'est le nucléaire. Oui. Voilà. Alors je voulais juste juste avant, pour parler de la dimension guerrière, il faut comprendre que les hiérarques américains parlent de gaz de la liberté quand ils parlent. Ils parlent de freedom gas. C'est la traduction qu'ils en font? C'est la traduction qu'ils en font. Ils disent dans leur texte, et même le porte-parole de la Maison-Blanche dit « Nous allons exporter pour l'Europe le gaz de la liberté face au gaz fasciste russe par gazoduc. » Donc il y a le gaz fasciste gazoduc et le gaz naturel liquéfié de la liberté. Ils parlent des molécules de la liberté. C'est très important. Et le deuxième volet de la politique de Donald Trump, alors ce que je vous dis là dans le mandat 2016-2020 va se reproduire en pire dans le mandat de Donald Trump. Alors on peut se réjouir, certains peuvent se réjouir de l'élection de Donald Trump, mais sur la question énergétique, il va être un redoutable homme d'affaires, parce qu'il va vouloir empêcher l'Europe de développer son nucléaire. Eh bien, le deuxième, c'est le nucléaire, et du fait de cette guerre de l'énergie, eh bien l'Europe se retrouve
en situation d'explosion de sa compétitivité et d'explosion de ses factures énergétiques, qui fait que Volkswagen a, et c'est le deuxième effet de cette guerre de l'énergie, Volkswagen a dû fermer des usines. Là, Michelin vient d'annoncer la fermeture de 2 usines. Et en même temps, avec cette explosion, eh bien, Biden a promulgué l'Inflation Reduction Act, la loi de lutte contre l'inflation pour attirer et aspirer les entreprises européennes qui pâtissent d'un gaz qui est 5 fois plus cher que le gaz russe. Fabien, juste par rapport, encore une fois, hein, pour toutes celles et ceux là qui nous écoutent, nous regardent, vous avez bien compris depuis le début, si vous étiez avec nous, que la guerre en Ukraine aura été finalement une espèce de prétexte pour accélérer d'autres propos, d'autres problématiques existantes. Vous avez bien compris, vous l'avez en tête, hein, ce schéma de la Russie et les États-Unis qui sont en train d'encercler complètement, d'enfermer, d'étouffer l'Europe. Et là, quand on parle d'explosion de la facture énergétique, on parle, et vous avez raison, Volkswagen, Michelin, les grands groupes, etc. Mais à l'individu, moi le premier, mais vous aussi, on se retrouve avec cette facture. Tout à fait. Donc avec une explosion de la facture. Et il faut revenir sur l'histoire de l'Europe. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Parce qu'en fait, le président Macron vient d'annoncer il y a quelques heures qu'il fallait recréer l'Europe de l'électricité. Alors je m'amuse, parce qu'il faut revenir au fondement de l'Union européenne. Comment a été créée l'Union européenne? L'Union européenne a été créée par l'Euratom. En 1956, il faut rappeler, Nasser nationalise le canal de Suez. En 1956, Israël, la Grande-Bretagne et la France partent en guerre pour renverser Nasser. Ils réussissent leur guerre. Et là, l'Union soviétique et les États-Unis disent non, non, vous laissez Nasser. Et là, l'Europe est bien démunie puisque le canal de Suez sert à faire passer le pétrole pour la souveraineté énergétique de l'Europe. Et donc, les pays européens décident de créer la communauté économique européenne de l'énergie atomique et la communauté européenne économique, les 2 traités fondateurs de l'Union européenne. L'Europe de l'énergie, l'Union européenne, s'est créée par le nucléaire. Donc quand Emmanuel Macron dit il faut bâtir l'Europe de l'électricité, il a juste un petit peu oublié l'histoire. Le problème, c'est que, en réalité, depuis des années, cette Europe du nucléaire qui avait permis ensuite la construction du plan Messmer en France. Le plan Messmer, c'est la construction des 13 premiers réacteurs nucléaires français, qui a assuré l'autonomie énergétique de la France. Alors, petit rappel de la même chose qu'on a 55% pour l'Europe. En France, on ne dépend que de 45% de nos importations en 2021 et ça a augmenté à 52% en 2022. Donc nous avons perdu de la souveraineté énergétique en 2022 en plein cœur de la crise. Eh bien, cette Europe a été construite pour la souveraineté énergétique nucléaire. Mais justement, dans cette guerre de l'énergie, eh bien, l'Allemagne joue un rôle terrible parce qu'elle veut mener une guerre. Et c'est ce point fondamental, c'est-à-dire que la France, qui avait une énergie pas chère grâce aux réacteurs nucléaires qu'on avait construits suite au plan Messmer, fait la base d'une offensive de l'Energiewende 2 de Gerhard Schröder, qui s'associe avec Poutine sur le gaz et les éoliennes, par des opérations allemandes d'ingérence en France. C'est l'ingérence des formations politiques allemandes et sabotage de filières nucléaires françaises juin 2023, ce que l'on voit là. Qui a été dénoncé par l'école de guerre économique. Et on a tout un écosystème d'officines qui interviennent en France pour déstabiliser le nucléaire français qui permet cette autonomie énergétique nécessaire. Et donc, cette guerre mondiale de l'énergie entre la Russie et les États-Unis se traduit en Europe entre 2 modèles. Le modèle français du nucléaire français, qui est concurrent du nucléaire russe et du nucléaire américain, et l'Allemagne de Gerhard Schröder, des éoliennes couplées au gaz. Et donc, on est dans une guerre intra-européenne. Et à telle enseigne que la slide suivante le présente, c'est la nomination de Jennifer Morgan. En février 2022, juste au moment où Olaf Scholz vient voir Biden, eh bien, Jennifer Morgan, américaine, est naturalisée allemande et devient secrétaire d'État chargée du climat au ministère des Affaires étrangères. C'est juste la patronne internationale de Greenpeace et l'ancienne patronne de WWF. Greenpeace, anti-nucléaire
américain est au cœur du pouvoir politique allemand pour assurer cette guerre contre la France et le nucléaire français. Très bien. Il me vient une question, alors je suis peut-être pas la seule. Je suis peut-être pas le seul, pardon, à l'avoir, cette question. On parle du fameux couple franco-allemand, d'accord ? Des divorces, ça existe, et ça peut bien se passer. Pourquoi ? Puisque là, on est en train de comprendre petit à petit que on a deux mastodontes qui veulent globalement nous dire « vous allez venir avec nous parce que sans nous, vous n'êtes rien », et entre nous, Européens, je m'entends, finalement, on continue aussi à se faire une propre guerre. C'est deux alliances. L'alliance du nucléaire portée par la France et créée par Agnès Pannier-Runacher pour défendre le nucléaire français, mais malheureusement avec du en même temps où on veut faire une caution, etc. Et l'alliance allemande, l'alliance des renouvelables, où, ironie du sort, Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'énergie du précédent gouvernement, pas celui d'avant, mais celui d'avant, eh bien, s'est vu refuser l'entrée de l'alliance des renouvelables, même si elle était en même temps. Les Allemands disant vous êtes pro-nucléaire, donc vous êtes anti-renouvelable. Donc cette tension est extrêmement forte et elle s'est concrétisée encore tout récemment par quelque chose de fou, puisque la Commission européenne vient de retenir il y a quelques jours 2 projets de petits réacteurs modulaires américains dans un projet de financement européen du nouveau nucléaire. C'est dire que ces tensions géopolitiques sont extrêmement fortes, et c'est pour ça que j'en appelle dans mon livre, en conclusion, à la mise en place d'un plan nucléaire européen à l'échelle de l'Europe qui permette de revenir à l'histoire de l'Union européenne telle qu'elle était constituée au moment de l'Euratom et d'en faire un grand projet. Et Thierry Breton s'est passé un peu inaperçu. Je lui avais envoyé mon livre, j'étais assez content. J'ai découvert que parmi les raisons pour lesquelles il avait été exclu de son poste de commissaire européen, c'était qu'il devait mettre en place un nucléaire act, c'est-à-dire une grande disposition de développement du nucléaire en Europe. Et ça, les Allemands ne le veulent pas, et donc ils ont installé 2 vice-présidents anti-nucléaires à la tête de la Commission européenne. C'est une catastrophe, et avec l'élection de Donald Trump, avec le nouveau Parlement européen, une nouvelle Commission européenne telle que nous l'avons, la guerre de l'énergie est loin d'être terminée. Je dirais même qu'elle va être de plus en plus forte dans les années qui viennent. Alors, nous, pour le coup, on n'est pas loin d'avoir terminé ce premier opus de point de vue. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais c'était passionnant, on pourrait même encore continuer, ne vous inquiétez pas, il y a 4 autres numéros qui arrivent. Juste plan nucléaire européen pour l'indépendance énergétique de l'Europe non polluante et décarbonée. C'est le propos que vous avez tenu à l'instant même. Je disais tout à l'heure, il faut une introduction, il faut une conclusion. Vous avez promis que Thibault de Montbrial reviendrait avec nous autour de cette table. Alors Thibault, de retour, vous avez suivi, même si vous êtes fin connaisseur, puisque avec le CRSI, pardon, je vais y arriver, vous avez pu, et vous travaillez justement, ce think tank permet justement de rassembler des gens de la société civile, régalienne ou autre, de pouvoir réfléchir tous ensemble. Mot de conclusion là, sur les échanges, sur le propos, la conférence que vient de donner Fabien. J'ai souhaité que ce premier rendez-vous soit consacré à la question de la souveraineté énergétique, parce que, comme je le disais au début, c'est vital. Et la demi-heure passionnante qu'on vient de passer avec Fabien, et merci cher Fabien pour votre éclairage précieux, permet à chacun de s'en convaincre. On a intitulé ce premier rendez-vous « Souveraineté et sécurité énergétique ». J'ai fait tout à l'heure le lien qui est tout à fait évident entre les besoins d'énergie pour assurer la sécurité, mais je voudrais finir en soulignant pourquoi le caractère vital du flux énergétique doit mobiliser en soi tout l'univers de la sécurité. Sécurité pour protéger l'approvisionnement énergétique. Il y a d'abord une sécurité des approvisionnements. Et ça, je n'y reviens pas parce que Fabien en a très bien parlé. C'est un domaine qui est plus politique que technique. Mais après, il y a la sécurité des infrastructures. Et là, c'est très intéressant parce qu'on entre dans une double vision. Il y a une vision de sécurité cyber, qui est, je pense aujourd'hui, le nerf de la guerre, et qui nécessite elle-même pour fonctionner de l'énergie. Et puis, il y a une sécurité physique. Parce qu'on a un peu tendance à oublier, dans le monde moderne et hyper connecté dans lequel nous sommes, qu'à la fin, tout redevient physique et que la protection de cet appareil d'État qui permet de garantir la souveraineté
énergétique, eh bien, elle ne peut se faire que grâce à des outils qui sont physiques. De quoi parle-t-on? On parle de la sécurité des transports, on parle de la sécurité du stockage éventuel pour les énergies notamment fossiles qui se stockent, et puis la sécurité des réseaux d'exploitation. Et pour finir, moi je voudrais rappeler que nous sommes en quelque sorte des colosses au pied d'argile dans le monde occidental, parce que souvenez-vous, le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, le 26 juillet dernier, le matin, l'ensemble du réseau SNCF grande vitesse a été saboté à la même heure, à une demi-heure près, sur toutes les 5 branches du réseau. Il y en a une attaque sur 5 qui a échoué. Il a fallu, grâce à la diligence de la SNCF et de Réseau Ferré de France, il a quand même fallu 3 jours pour que le trafic soit rétabli à la normale. Imaginez que des attaques similaires se produisent sur nos réseaux d'infrastructures, d'électricité, sur les transports de pétrole, etc. Nous sommes extrêmement vulnérables. Et ça veut dire que le sujet dont on parle implique en réalité également tous les métiers de la sécurité. Parce que qui est chargé de la sécurité des infrastructures dont on parle? Des services de l'État régaliens, la police, la gendarmerie, les services de renseignement en amont, etc. L'armée pour un certain nombre de points vitaux et puis pour assurer le transport depuis l'étranger. Je pense notamment à l'escorte de bateaux à certains endroits du globe. Et puis également après, et là on est dans le continuum de sécurité, comme quoi tout est lié, la sécurité privée qui protège un certain nombre de sites qui sont des sites liés à l'industrie énergétique. Juste, Thibault, est-ce que justement, et après on va devoir conclure, mais juste ce continuum-là, là encore, dans ce cas précis, ça peut pas être une des solutions? Mais c'est sûr que c'est une solution, mais ce que j'essaie d'expliquer rapidement, parce que ça reste une conclusion, et non pas, je rassure tout le monde, un deuxième exposé, c'est que même quand on parle de questions au niveau de la souveraineté, avec des implications internationales, avec des implications mondiales, Fabien l'a très bien illustré, au bout de la chaîne, au bout de la chaîne tactique, c'est-à-dire quand on parle quand on passe du stratégique au tactique, au bout de la chaîne, ça implique tous les métiers de la sécurité. Quand on va dans le couloir de la pétrochimie, par exemple, à Lyon, dans le couloir rhodanien, on se rend compte qu'un certain nombre de sites sont protégés par des gens qui travaillent dans la sécurité privée et dont le rôle est absolument essentiel. C'est pour ça que je suis un partisan depuis longtemps de ce continuum et du fait qu'il faut sortir du dogme. Alors on est en train d'en sortir, mais sortir du dogme... Ça prend du temps quand même. Hein. Ça prend du temps, mais avec la News Sécurité, on travaille là-dessus, justement. Et puis avec le CRSI, nous y travaillons aussi pour que la sécurité soit l'affaire de chacun, depuis les services régaliens de l'État jusqu'aux citoyens. Mais là, on abordera peut-être ce sujet dans un autre puce. Ce que je veux dire pour finir, c'est que Churchill disait qu'il y a 9 repas chauds entre la civilisation et la barbarie. Et pour conclure le propos de Fabien, j'ai envie de dire, il faut bien s'assurer qu'à tout moment, la France soit capable de produire pour ses enfants 9 repas chauds de suite. Très belle citation d'un grand homme, d'ailleurs, entre parenthèses. Merci beaucoup, Fabien Bouglet. Je rappelle votre livre « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial » aux éditions du Rocher. Là aussi, c'est bientôt l'heure, pas encore, ça va arriver. Petit Papa Noël, n'hésitez pas, mettez-le au pied du sapin parce que dedans, vous allez y apprendre des tas de choses. Et il y a un autre grand homme qui s'appelle Abraham Lincoln, il disait « Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance pour voir. N'essayez pas l'ignorance, préférez l'éducation. » Merci beaucoup à vous deux, à très bientôt pour un autre numéro de Point de vue. Point de vue, c'est se donner des éléments de langage pour mieux comprendre.